Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, si nous pouvions construire un vaisseau spatial qui atteindrait la vitesse de la lumière, il nous faudrait quand même 100 000 ans pour traverser notre galaxie. Ça, c'est vrai pour nous qui sommes sur Terre. Ça le serait moins pour les gens qui seraient dans ce fameux vaisseau spatial. C'est la fameuse théorie des jumeaux de Langevin. Pourquoi je vous parle de relativité du temps? Parce qu'il va en être question ce soir, finalement. 180 secondes, ça peut paraître très court pour le commun des mortels, mais ça peut paraître très long pour des doctorants qui vont devoir présenter avec éloquence une thèse. Et je peux vous dire, pour les avoir vus répéter, eh bien, ils le sont, vous allez les découvrir tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je vais avoir l'honneur d'être le maître de cérémonie, de vous accompagner et d'accompagner cette finale, troisième finale internationale de ma thèse en 180 secondes après Montréal et Paris 2014-2015. Et ça s'applaudit. Le Maroc accueille cette finale. Alors, il va y avoir du talent ce soir, il va y avoir de l'innovation, et tout cela va être fait sous les yeux bienveillants de notre jury, que je vais vous présenter dans quelques instants. Avant que je vous explique, bien entendu, comment tout cela va se dérouler, quelles sont les règles qui seront à respecter, eh bien, je vais demander tout simplement à M. Saïd Hamzazi, qui est le président de l'Université Mohamed V de Rabat, de venir pour ouvrir cette cérémonie. Je vous demande de l'applaudir. Applaudissez-le, la scène est longue. Mesdames et messieurs, ce soir, pour rester un peu dans l'esprit de cette compétition, je vais me lancer le défi d'être aussi concis que nos candidats en faisant une allocution en 180 secondes, sans pour autant vous promettre d'atteindre leur performance. Comme vous le savez tous, la recherche change et s'adapte aux évolutions de notre monde. Des chercheurs, il y en a plein parmi nous ce soir. Posez-leur la question. Ils ne se contentent plus de rester enfermés dans leur laboratoire et d'être coupés du monde, mais s'ouvrent de plus en plus sur leur environnement social et culturel, comme ils nous le prouvent aujourd'hui de par leur présence parmi nous. En organisant ce concours, ce que nous voulons, c'est inculquer à nos doctorants, futurs piliers de la recherche, cette dimension de la communication, qui ne doit rien à la qualité du travail scientifique de l'étudiant, mais qui repose entièrement sur la capacité de ce dernier à créer une véritable alchimie avec son auditoire grâce à son talent d'orateur. Et ce n'est pas toujours gagné. N'oublions pas que Galilée lui-même, au XVIIe siècle, a échoué à convaincre son jury d'inquisition que la Terre était ronde et tournée sur elle-même et fut condamné et renié avant que l'histoire ne prouve enfin qu'il avait raison. Voilà pourquoi ce soir, mesdames et messieurs, nous allons en fait assister à un spectacle, un vrai spectacle où la science vous parle, où des étudiants vont se livrer à un véritable one-man show autour de leur sujet de recherche. À eux donc de trouver le mot, le ton, l'image, la métaphore et autres figures de style à même de vous toucher. C'est en réalité un concours d'éloquence, un concours d'imagination et d'expression auquel vous allez assister ce soir. Tout à l'heure, 20 étudiants venus de 10 pays différents vont devoir se dépasser et apprivoiser le défi, même le défi le plus improbable. Car il faut bien le reconnaître, résumer en 3 minutes et en mots simples et accessibles les travaux de plus de 3 ou 4 années de recherche de pointe, qui plus est, devant un public profane, reste un défi que seuls les plus audacieux osent relever. N'oublions pas que pour la majorité de nos doctorants, la thèse c'est plutôt en 94,6 millions de secondes, puisque 3 années,
C'est le délai minimal accordé pour réaliser un travail de doctorat. Aussi, tâchons de nous souvenir que derrière ces 180 secondes se cache un long travail acharné sur le terrain, sur la paillasse, et de nombreuses heures de doute et de remise en question. Mais rassurez-vous, les voies de la recherche ne sont pas impénétrables, comme le prouve le franc succès que connaît ce type de manifestation auprès du grand public d'année en année. Voilà bien pourquoi je reste persuadé au final que cette manifestation originale contribuera fortement à stimuler dans les rangs de notre jeunesse l'émergence des passions et des vocations. Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui accorde une attention toute particulière à l'éducation et à la formation, est parfaitement conscient des enjeux d'un tel événement, puisqu'il nous fait l'honneur de lui accorder son haut patronage. Et puis disons-le franchement, en 180 secondes, mesdames et messieurs, vous n'aurez même pas le temps de vous ennuyer, car le sujet le plus rébarbatif, le plus complexe, le plus abstru restera parfaitement digeste en 3 minutes, pour peu que le doctorant sache nous faire son numéro et réussisse à travestir ses idées pour rendre sa science moins obscure. Mesdames et messieurs, vous allez tous être étonnés ce soir de constater à quel point nos candidats qui ne manquent pas d'humour peuvent faire appel à une imagination sans limite pour nous exposer leurs travaux. C'est dire si ce cru 2016 promet d'être mémorable. Voltaire écrivait sur l'éloquence dans son dictionnaire philosophique. La nature rend les hommes éloquents dans les grands intérêts et dans les grandes passions. Eh bien, la passion de nos éloquents doctorants ce soir est tout simplement de vous séduire à travers leurs thématiques de recherche. Alors que le meilleur gagne, sachant que ce sont déjà tous les meilleurs. Je voudrais à présent remercier les organisateurs de cet événement qui fait honneur au Maroc. D'abord, notre ministère de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation des cadres, et à sa tête, bien sûr, monsieur le ministre, qui nous accorde son soutien inconditionnel, ainsi que madame la ministre qui va nous rejoindre dans un petit moment, et ses directeurs, son secrétaire général qui sont parmi nous. Également, monsieur le directeur du CNRST, monsieur Driss Abouzejdine, qui ne pouvait être parmi nous ce soir, mais qui est représenté par monsieur Hammouch, le directeur adjoint. Mes remerciements également à la formidable équipe CNRST Université qui a organisé cet événement avec une grande maîtrise et beaucoup de professionnalisme. Aziz, Oumnia, Selma, Soufiane, Raja, Fatima. Enfin, je tiens également à remercier bien sûr nos sponsors, le groupe OCP, la Fondation Banque Populaire pour l'Éducation et la Culture, ainsi que nos partenaires, le Théâtre National, et je profite de l'occasion pour remercier mon ami Sibn Hussein, l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques, l'Institut français du Maroc, l'AUF Bureau Maghreb, et je salue son directeur ici. Pour finir, je souhaite très chaleureusement la bienvenue aux délégations que nous accueillons chaleureusement ce soir, venues de Belgique, de France, des différentes villes du Maroc, du Québec, de la Suisse, ainsi que celles des pays parrainés par l'AUF, à savoir le Bénin, le Cameroun, le Sénégal et la Tunisie. Et pour finir, bienvenue également à la délégation de notre pays invité pour cette édition 2016, à savoir l'Indonésie. Et maintenant, que le spectacle commence. Merci, monsieur Hamzazi. Vous avez vu la relativité du temps à l'instant. Hein, monsieur Hamzazi? Le temps administratif n'est pas le même temps que le scientifique. Et je vais donc demander à monsieur Ahmed Hammouch, qui est responsable du département scientifique du Centre national pour la recherche scientifique et technique, le CNRST, de me rejoindre sur scène. Il va parler au nom de monsieur Driss Abouzejdine, que vous l'avez dit, monsieur Hamzazi, qui n'a pas pu être là pour cause de force majeure. Je vous demande d'applaudir monsieur Ahmed Hammouch. Vous voulez le pupitre? Parce que ça, c'est un choix que les candidats ont aussi. Hein. Vous voulez qu'on vous amène le pupitre? Oui? On peut amener le pupitre à M. Hammouch, s'il vous plaît? C'est difficile de parler après, Monsieur le Président. Je vais essayer.
faire en moins de 180 secondes. Vous voulez qu'on vous mette le chrono? Vous pouvez. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs, monsieur le président, honorable corps diplomatique, monsieur le directeur, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, chers doctorants, c'est avec un grand plaisir et une vive conscience de l'importance de cet événement que je m'adresse au nom de CNRST à cette honorable assemblée réunie aujourd'hui à Rabat pour lancer les travaux de la finale internationale Ma thèse en 180 secondes, édition 2016. Organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation des cadres, le Centre national pour la recherche scientifique et technique et l'Université Mohammed V de Rabat. Je le fais en mon nom propre, mais aussi au nom du directeur de CNRST qui, à cause des engagements, n'a pas pu assister à cette belle cérémonie en ce beau lieu. Mesdames et messieurs, cette édition n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien inconditionnel de nos partenaires que je remercie infiniment et qui sont l'Agence universitaire pour la francophonie, l'Institut français au Maroc et l'Académie Hassan II. Je remercie également la Fondation Banque Populaire et le groupe OCP qui nous a fait le plaisir de s'associer à nous en étant les sponsors officiels de cette finale internationale de ma thèse en 180 secondes. Que les membres du jury, venus d'horizons variés, entendent également l'expression de la gratitude de CNRST pour la lourde responsabilité qu'ils auront à prendre aujourd'hui, distinguer là où le gagnant parmi les doctorants venus de plusieurs pays. Mesdames et messieurs, les études doctorales sont au cœur de la mission de CNRST. Notre grand événement de ce soir a été accompagné par l'organisation des premières journées marocaines de la relève en recherche les 28 et 29 septembre 2016 en CNRST. Ces journées d'accompagnement de la relève en recherche ont regroupé une centaine de doctorants nationaux et étrangers, des experts nationaux et internationaux et animé des conférences plénières et des ateliers pratiques de réussite en recherche. Mesdames et messieurs, le concours auquel nous assisterons ce soir est organisé pour la première fois au Maroc. Ce soir, les doctorants vont nous faire comprendre avec une étonnante facilité les secrets de leur sujet. Il s'agit de présenter en termes simples et dans un temps drastiquement limité plusieurs années de recherche rigoureuse à un public non spécialiste. C'est un véritable défi. Et c'est à ces candidats et candidates que je souhaite m'adresser pour conclure en les félicitant d'abord d'être parvenus jusqu'au final. Cela requiert des compétences, du travail, de l'audace, du talent, la maîtrise du verbe, la pertinence, la précision et l'art de la conviction. Autant de qualités attendues d'un bon chercheur qui doit aussi être capable d'argumenter, de transmettre et de partager. Quelle que soit l'issue de la sélection, vous pourrez être fiers de votre participation et en transmettre le message à vos directeurs de thèse, vos responsables de laboratoire, vos chefs d'établissement et vos présidents. Voilà, j'ai peut-être un peu dépassé 180 secondes, mais j'ai défendu ma thèse. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Hamouche. Merci à vous. Je vais vous laisser rejoindre votre place. On va enlever le pupitre maintenant, ce qui va me permettre de vous expliquer comment tout cela va se dérouler. Cela a été largement expliqué par rapport au concept du MT 180. Je vous dirais tout simplement que ce concours est inspiré du concours 3-Minute Thesis de l'Université de Queensland en Australie. Et je vais vous donner dès à présent les règles
de fonctionnement de ce concours. Et pour m'aider à vous présenter ces règles, je suis tombé sur un doctorant qui, comment dire, sa thèse, non. Sa thèse portait au départ sur le vide de Klein, et puis il a essayé de transcender tout ça en allant vers la vacuité intellectuelle la plus totale. C'est-à-dire qu'il a poussé la vulgarisation très loin. Je vous demande d'accueillir Brahim, qui va m'aider. Notre doctorant ce soir, vous pouvez l'applaudir. Alors, comment ça va fonctionner ce soir? Vous le savez, chaque candidat présente son travail de recherche en 180 secondes, 3 minutes, devant un auditoire grand public. C'est vous. Il a le droit d'avoir un support visuel, un seul, non animé, mais ce n'est pas obligatoire. Il choisit son micro parmi 3 types de micros, le micro cravate ou serre-tête, le micro baladeur aux mains libres, comme le mien, ou le micro fixe sur pupitre. Le candidat ne peut pas épuiser, non, peut ne pas épuiser, bien sûr, ces 3 minutes. Il dispose de 180 secondes, mais il peut finir avant. S'il les dépasse, éliminé. Donc vous allez suivre sa prestation, et le temps, vous avez vu derrière nous, il y a un compte à rebours qui sera lancé dès que je dirai 3, 2, 1, go. À ce moment-là, le chronomètre partira et un gong sonnera au 0. Boing! Pardon. On a mis des moyens dans la production ce soir. Et bien sûr, le candidat a le retour ici pour voir les minutes défiler. Alors, le jury qui est à ma gauche, que je vous demande d'applaudir, car ils sont là, ils nous regardent, vous allez les découvrir dans quelques instants, va juger la prestation, et vous aussi, selon 3 critères. Le talent d'orateur, la capacité de vulgarisation, et la structuration de l'exposé. Et pour la finale de ce soir, donc le jury attribuera 3 prix du jury, 3, 2 et 1, et vous, le public, accorderez un prix du public. Tout à l'heure, je vous expliquerai comment on va procéder pour que vous puissiez voter. Non, c'est pas maintenant, ça c'est tout à l'heure. Tu le gardes. Voilà. Je pense que vous pouvez l'applaudir, j'ai fini avec Brahim. Et on suivra les développements de sa thèse tout au long de la soirée. Alors, avant que l'on découvre le jury, vous le savez et vous l'avez entendu, des candidats nous viennent du monde entier et nous en sommes très heureux de les accueillir ce soir. C'est pour cela que je vais demander à chacune des délégations accompagnées de leurs candidats, cela va vous permettre de découvrir les chefs de délégation et tous les candidats de ce soir qui vont participer. Je vais demander à la chef de délégation belge, Madame Evelyne Favard, de l'Université de Liège, de bien vouloir nous rejoindre sur scène avec ses candidats. Je vous demande de les applaudir au fur et à mesure. La France, Madame Joanne Ferry-Dely de la Confédération des présidents d'universités françaises et Madame Brigitte Perruca du Centre national de la recherche scientifique, accompagnée de ses candidats. Le Québec, Madame Esther Gaudreau de l'Association francophone pour le savoir, avec ses candidats. Le Maroc, avec Madame Raja Sharqawi El-Morsli de l'Université Mohamed V de Rabat. La Suisse, avec Monsieur Denis Billotte de la Conférence universitaire de Suisse occidentale. L'Agence universitaire pour la francophonie, représentée par Monsieur Maël Bazelac de l'AUF Bureau Maghreb. Sachez que l'AUF parraine les candidats de 4 pays ce soir, le Bénin, le Cameroun, le Sénégal et la Tunisie. Et enfin, un pays invité ce soir, l'Indonésie, une candidate venue toute seule et accompagnée sur scène par Madame Selma Dinia du comité d'organisation de cette finale.
Vous pouvez les applaudir bien fort. Vous avez tous les candidats avec les chefs de délégation ce soir. Alors, je vais passer la parole à Madame Esther Gaudreau. Comment ça va? On va vous amener un micro, voilà, pour qu'on puisse vous entendre. Vous êtes directrice de l'Association francophone pour le savoir. Vous êtes initiatrice de ce concours à l'échelle internationale. Je vais vous passer la parole, tout simplement. Merci. Venez, racontez-moi. Venez devant. Esther Gaudreau. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être là ce soir? Vous avez quelque chose? Je vous vois, je vois un petit papier là. J'ai apporté un petit papier pour allez-y, je vous laisse rien le lire. oublier d'important. Je vous en prie. Alors, si vous permettez, mesdames, messieurs les dignitaires, chers participants, chers collègues, Aziz m'a demandé, au nom de mes collègues, de vous adresser quelques mots. Je voulais vous dire d'abord que depuis 3 ans déjà, des représentants passionnés de la Belgique, de la France, du Maroc et du Québec ont décidé de mettre leurs énergies en commun et de valoriser et soutenir les jeunes doctorants, ceux et celles qu'on appelle la relève, en fait, l'avenir de la recherche. Le succès du concours Ma thèse en 180 secondes fut immédiat. L'Agence universitaire de la francophonie s'est associée à nous l'année après pour ouvrir le concours à d'autres pays qui sont représentés ici ce soir. Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir la Suisse dans l'équipe. Nous sommes privilégiés, dans un contexte où beaucoup de choses sont difficiles, d'avoir à gérer un concours si populaire. Nous avons un problème de croissance. C'est une bonne nouvelle. Demain, d'ailleurs, nous aurons le plaisir de travailler ensemble à s'assurer qu'on ait le plus de jeunes participants, doctorants, qui vont nous faire connaître leurs résultats de recherche. C'est pas évident de parler avec le papier. L'ACFAS assume la maternité francophone du concours, mais croyez-moi, son développement est assuré par l'ensemble de l'équipe qui est ici ce soir. Je tiens à les remercier et à remercier leur équipe pour le succès que nous vivons. Ce succès, bien entendu, n'aurait jamais été possible sans l'engagement des jeunes, ceux qui veulent faire connaître leurs résultats de recherche au grand public. Travail, comme nous l'avons dit, immense de vulgarisation et de synthèse. Vous vous rendez compte, vulgariser en 3 minutes, 5, 6, 7 ans de recherche, c'est tout un exploit. J'ai perdu le fil de mon idée. Permettez-moi de résumer au nom de mes collègues ce qui nous pousse à travailler à cette mission. D'abord, consolider ce qu'on appelle le dialogue science et société. Après tout, la connaissance doit rester un bien public. Oui, ça veut dire que j'ai fini de parler. Non, c'était les 180 secondes. C'est un petit Alors, signal. en terminant, je veux souhaiter à nos participants une magnifique soirée. Je veux m'assurer que vous ayez du plaisir parce que nous allons nous amuser. Merci. Merci, Madame Gaudreau. Ah, attendez, Madame Gaudreau. Venez. J'en ai pas fini avec vous, quand même. J'en ai pas fini. Je viens vous Oui, venez. C'était pas prévu dans le scénario. Non, on improvise des trucs. C'est quoi votre secret? La passion. Ouais, c'est ça qui vous garde aussi jeune? Oh, c'est gentil. En janvier, qu'est-ce qui va vous arriver? Je vais vivre d'autres passions. D'autres passions? Oui, je prends ma retraite. Voilà. Madame Gaudreau prend sa retraite en janvier. Et c'est l'occasion d'applaudir encore plus fort toute l'œuvre qui a été accomplie. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir bientôt. Je vais vous laisser rejoindre la salle. Je vous en prie, vous pouvez les applaudir encore une fois le temps qu'ils rejoignent leur place. Merci à vous. Je vous en prie. Alors, ils veulent pas que je parle finalement, ils me mettent de la musique. Alors, avant que nous découvrions les candidats, parce qu'ils sont en train de s'échauffer, la pression est en train de monter, quelques minutes avant que vous ne les découvriez sur scène, ils sont 20. J'aimerais bien entendu vous présenter le jury qui va décerner les 3 prix
de ce soir. Je vais demander à chacun des membres du jury de me rejoindre sur scène. Madame Elisabeth Baum-Schender, directrice de l'École d'études sociales et pédagogiques de Lausanne, ancienne ministre de l'Éducation du canton du Jura, en Suisse. Monsieur Adrien Deliège, doctorant, premier prix de la finale internationale MT 180 2015, nous vient de Belgique. Monsieur Abdeljelil Lahjoumri, secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc. Madame Sophie Malavoie, directrice du Cœur des Sciences, UQAM, Montréal, Canada. Monsieur Abdeltef Miraoui, président de l'AUF, président de l'Université Qadi Ayed de Marrakech. Monsieur Didier Pourquerie, journaliste, directeur de la rédaction de Conversation France de France. Et enfin, le jury sera présidé par monsieur Rachid Yazami, que je vous demande d'applaudir bien fort, chercheur, directeur du programme de stockage d'énergie à l'Institut de recherche de l'énergie de l'Université technologique de Nanyang à Singapour, prix Draper 2014, qui est l'équivalent du prix Nobel pour les ingénieurs du Maroc. Applaudissez votre jury ce soir. Monsieur Yazami, je vais vous demander de me rejoindre. Venez à côté de moi. Alors, monsieur Yazami, quelques mots par rapport à la compétition qui va se dérouler ce soir et la manière avec laquelle vous allez devoir évaluer et comment vous allez aborder l'évaluation des candidats qui vont dérouler devant vous. Bien, écoutez, d'abord, merci pour cette introduction et bonsoir à tout le monde. C'est vrai que c'est une opportunité assez extraordinaire d'être là ce soir. Je suis venu de Singapour exprès et quand le président Saïd Hamzazi m'a téléphoné pour me dire « Rachid, on a besoin de toi, tu peux venir ?» J'ai dit « Il n'y a pas aucun, sans condition, c'est oui ». Et donc, ça me fait vraiment très, très plaisir parce que c'est une double fête. C'est la fête de la science. Je suis scientifique et donc je tiens absolument à féliciter tous les organisateurs et puis aussi les candidats qui ont été retenus, les 20. C'est assez extraordinaire. Et deuxièmement, c'est aussi la fête de la francophonie. Et donc, je trouve que c'est quand même cette combinaison francophonie et science, c'est quelque chose d'extraordinaire qui unit les gens. Dans un monde qui est actuellement pas mal perturbé, c'est très bien d'avoir la science comme symbole de l'union des francophones. Alors, dernière question avant qu'on découvre les candidats. Qu'est-ce qui va compter? On a bien vu les 3 critères sur lesquels vous alliez juger. Qu'est-ce qui va compter? Je ne vais pas vous demander quel est le candidat idéal pour vous, mais sur quoi on juge? Alors, d'abord, une autre chose, c'est que c'est un honneur de faire partie de ce jury, de le présider. Donc, au nom de tous les membres du jury, je dis que c'est quand même pas évident, parce que c'est déjà pas évident pour les candidats de présenter leur travail en 180 secondes, et puis c'est encore moins évident pour nous, membres du jury, de vraiment les classer. Il y a les critères dont vous avez parlé déjà. C'est vrai que c'est un défi de pouvoir résumer d'une façon claire, audible, compréhensible par un large public, un domaine qui est par définition extrêmement pointu. Donc, si j'avais à faire ça il y a une trentaine d'années, quand j'avais passé ma thèse ou plus, j'aurais été bien embarrassé et je trouve vraiment que ces jeunes ont un courage extraordinaire. Donc voilà, donc on a des critères que vous avez cités, on va en tenir compte bien sûr. Le jury, bien sûr, va délibérer, puis on va peut-être discuter entre nous nécessairement pour voir si on n'a pas été injuste par rapport à un des 2 candidats. Et moi, donc, mon rôle, c'est arbitrer tout ça, et ça se passera, je pense, très, très bien. Voilà. Merci beaucoup, c'est Yazemi. Vous pouvez les applaudir. Mesdames, messieurs du jury, je vais vous laisser rejoindre vos places et nous allons donc commencer avec la première candidate. Alors, je rappelle tout simplement que je lancerai le chrono, je laisserai bien sûr les candidats prendre un peu leur souffle, quelques secondes, je dirai 3, 2, 1 et ça partira et à ce moment-là, le chronomètre se mettra en place. Je le rappelle encore une fois, si vous dépassez les 180 secondes, c'est la sanction, mais vous le savez déjà, tout est prêt. Est-ce que dans la salle, vous êtes prêts? Bon. Et donc, je vous demande d'accueillir
La première candidate, elle nous vient de Belgique, de l'Université Saint-Louis de Bruxelles, Marie-Sophie de Clipel. Alors, quelques secondes, Marie-Sophie. Prends sa respiration, tout va bien. On va baisser la musique pour vous laisser vous concentrer. 3, 2, 1, c'est à vous. Un beau jour d'automne, Nora hérite d'un riad dans la médina de Fès. Maxime, lui, achète un Magritte surréaliste à Bruxelles. Nora et Maxime sont tous les deux propriétaires de patrimoine culturel. Et on est là au cœur de ma thèse, qui peut se résumer en 3 points. Le patrimoine, les lois, la propriété. Quand on regarde le patrimoine, on voit Versailles, Marrakech, Bruges, mais aussi d'illustres tableaux ou le Châtelain sur la caricature. Le patrimoine, c'est la mémoire, l'identité, la quête de sens. Les lois, elles, veillent à protéger le patrimoine contre les risques de destruction, de dommages ou de pertes. Mais les lois ont aussi un impact sur la propriété. Elles imposent des charges aux propriétaires, de sorte que Nora ne peut plus aménager son riad comme elle veut ou que Maxime ne peut plus vendre son Magritte comme il le souhaite. Et ces charges peuvent parfois peser lourd sur les épaules des propriétaires. La question de ma recherche est alors jusqu'où ? Jusqu'où les lois peuvent-elles limiter la propriété ? À partir de quand la balance entre l'intérêt de protéger le patrimoine et l'intérêt du propriétaire est-elle déséquilibrée ? Quand Nora et Maxime ont-ils un cadeau empoisonné ? J'y réponds par 2 questions. D'une part, y a-t-il une compensation ? Oui. En échange de ces restrictions, Nora et Maxime ont accès à des subsides pour couvrir leurs frais d'entretien et de restauration. Mais aucune autre compensation n'est prévue, sauf si la charge est excessive. Alors le juge peut octroyer une indemnisation. J'observe donc de plus en plus de points de rupture dans ce modèle où la relation entre l'État et le propriétaire est souvent réduite à un affrontement plutôt qu'à un dialogue pour le patrimoine commun. Ceci m'amène à la 2e question. Pourrait-on répartir les charges autrement pour éviter que Nora ne laisse son riad tomber en ruine ou que Maxime ne vende son Rubens en catimini? Le mot-clé ici est la responsabilité. Une responsabilité partagée entre le propriétaire, qui doit conserver son bien, l'État, qui doit veiller à minimiser les risques contre le patrimoine, et la communauté, ce qui est nouveau, qui elle aussi peut participer et agir pour le patrimoine. On pense aux habitants autour du riad de Nora ou aux citoyens belges autour du Magritte de Maxime. Et par la porte de la responsabilité, on entre dans de nouvelles perspectives, de la logique d'exclusion à celle d'inclusion, qui permet à Nora et Maxime de ne plus voir leur tableau ou leur riad comme un cadeau empoisonné, mais comme un bien. Merci Marie-Sophie de Clipel. Elle nous vient de Belgique et sa thèse était sur la responsabilité du patrimoine culturel, une propriété revisitée. Le 2e candidat nous vient de France, de l'Université Côte d'Azur de Nice. Je vous demande d'accueillir Bertrand Cochard. On remet le chronomètre à 180. Bertrand, vous êtes prêt ? Prêt. 3, 2, 1, on y va. Au cours de ces 180 secondes, nous allons faire une expérience philosophique de pensée. Et pour ça, je vais vous demander de vous imaginer dans un supermarché. Vous venez de terminer vos emplettes, vous avez peut-être même succombé à l'ivresse des promotions, votre chariot pèse lourd et devient difficile à diriger, vous passez à la caisse. Et là, devant vous, trouve un individu d'une 30aine d'années, costume et barbe bien taillée, très sûr de lui, très arrogant. Il passe devant le caissier ou la caissière avec son smartphone vissé sur l'oreille et sans un salut ni même un regard, lui tend sa carte bleue. Je pense que pour des raisons et dans des situations différentes, ce type c'est aussi moi et c'est aussi vous. Mais bref, il y a un terme philosophique pour désigner ce type de relation entre les individus, la réification. C'est-à-dire le fait de traiter la personne que vous avez en face de vous comme une chose, comme un simple moyen dans la fin que vous vous êtes fixée.
Parce que dans ce type de situation, quel est le statut de la caissière? Une chose, un bras permettant de scanner rapidement vos produits et de vous faire gagner du temps. Eh bien, dans ma thèse, je tente de rapprocher ce type de phénomène social de la pensée d'un philosophe qui, à mon avis, a perçu mieux que quiconque la généralisation des comportements réifiants dans la société de consommation, j'ai nommé Guy Debord. Pour Debord, ce qui caractérise le capitalisme contemporain, c'est sa capacité à produire des spectateurs, des êtres passifs, car absorbés, hébétés, fascinés par les images qui leur sont projetées. Et ça, c'est ce qu'il appelle le spectacle. Le spectacle, c'est ça. C'est le règne du faux, de la passivité, de la séparation. C'est Coca-Cola qui s'arroge le monopole de l'amitié, Carrefour qui devient le défenseur de l'optimisme, c'est Bush et son parjure devant les Nations Unies, et ce sont ses amis qui se retrouvent au restaurant pour écrire compulsivement sur leur téléphone ou prendre leur pain en photo. Bref, c'est la société qui offre le spectacle de sa propre destruction. Alors jusqu'ici, je vous ai parlé de réification, mais il serait peut-être plus juste, selon moi, de parler d'imagification, c'est-à-dire non pas de la transformation des êtres et de leurs relations en choses, mais de la transformation des êtres et de leurs relations en images. Parce que mon hypothèse de départ, c'est que nous nous rapportons au monde, aux autres et à nous-mêmes par le biais de ces images de bonheur factices promues par la société et dont nous ne savons plus nous défaire. Et c'est peut-être justement parce qu'il souhaite coller à l'image de jeunes cadres dynamiques et qu'il se rapporte à la personne qu'il a en face de lui via l'image d'Épinal de la caissière inculte et superficielle que notre individu traite cette personne de cette manière. Bref, il s'imagifie et il l'imagifie. Mais ça reste à prouver. Alors pourquoi me donner cette peine? Eh bien parce que pour Debord, la pensée doit allumer en vous le feu d'un pouvoir créateur, ce pouvoir de bâtir votre propre vie comme vous l'entendez. Alors bien sûr, je ne prétends pas que ma thèse changera le monde, mais j'espère qu'elle réalisera au moins ce que je considère comme étant l'ambition du travail philosophique, c'est-à-dire fournir des outils conceptuels pour mieux comprendre la société dans laquelle on vit. Et si donc en 180 secondes, j'ai réussi à vous convaincre de la nécessité de passer du statut de spectateur à celui d'acteur, alors je peux dire avec Guy Debord et surtout contre le spectacle, rideau. Merci beaucoup Bertrand. Merci. On n'a pas entendu le gong. Bertrand Cochard nous vient de France, de l'Université Côte d'Azur. Sa thèse portait sur la réification, spectacle et imagification dans la philosophie de Guy Debord. On va accueillir le troisième candidat, sans plus attendre, de l'Université Hassan Ier de Stat, donc du Maroc, Chancrel Kodjovi. Chancrel, vous me dites quand vous êtes prêt. Trois, 2, 1, c'est à vous. Voulez-vous aider à prédire l'avenir? C'est la question que m'a posée mon directeur de thèse lors de mon entretien de thèse. Sur le coup, j'ai répondu « Oui, je le veux », sans imaginer ce qui m'attendait. Mais comment faire ça sans un pouvoir surnaturel? Mon analyse bibliographique montre qu'il est possible de formuler des prévisions en utilisant des modèles mathématiques. Oui, on va utiliser les mathématiques pour analyser la pléthore de données collectées entre autres sur vous. Ces données, ce sont les images recueillies par les satellites, la couleur de vos cheveux, les messages que vous partagez sur les réseaux sociaux, les vidéos que vous visionnez, bref, tout ce qui se passe. Imaginez la quantité de données collectées. En anglais, on parle de big data. En analysant le big data, on pourra prédire l'avenir comme le temps qu'il fera dimanche prochain, vos intentions ou encore vos comportements d'achat. Mais avant d'analyser cette énorme quantité de données, il faut d'abord la stocker et la traiter. Pour ça, la première idée qui vient en tête est d'acheter plusieurs grands ordinateurs. C'est coûteux et parfois difficile à faire fonctionner. Heureusement, aujourd'hui, il y a un autre moyen, plus rapide, plus séduisant et plus économique, sur lequel travaillent plusieurs scientifiques et industriels. C'est l'informatique du nuage, le cloud computing. Avec le cloud computing, toutes les tâches de stockage et de traitement sont effectuées sur de petits ordinateurs éparpillés dans le monde. Et mieux, on peut accéder aux données partout avec une simple connexion Internet. Mais cela pose malgré tout un problème. Utiliser le cloud computing, c'est comme aller manger au fast-food. C'est rapide, économique, mais dans un cas, on n'est pas très sûr de ce qu'on mange, et dans l'autre cas, on n'est pas assuré de la sécurité des données. Et c'est là que j'agis. Je fais une thèse en mathématiques appliquées à l'informatique, et une partie de mon travail est d'étudier la sécurité et la préservation de la vie privée dans Hadoop.
un logiciel gratuit et accessible à tous qui traite le big data dans le cloud. Pour cela, je teste et j'analyse plusieurs protocoles de sécurité qui améliorent la sécurité des données. Il est montré que la passerelle Knos, couplée au protocole Kerberos, est un bon moyen pour contrôler l'accès au big data. Mon objectif est d'ajouter du code informatique qui agira comme le gardien de ce théâtre, qui filtre les entrées et les sorties. Et ceci pour améliorer la sécurité des données et permettre les prédictions en toute sécurité. En fait, je suis un peu comme Batman, sans le costume ni la voiture. Quand je finirai ma thèse, ce sera un grand pas pour moi et je l'espère, un petit pas de plus pour la science. Merci Chancerelle. Allez, on n'entend plus le gong. Chancerelle Kodjovi, nous venez de l'université Hassan Ier de Stat. Big Data, nouvelles techniques en data mining dans un environnement cloud, optimisation, sécurité et privacy. Tel était l'objet de sa thèse. La 4e candidate nous vient du pays invité cette année. Elle nous vient d'Indonésie, de l'université catholique d'Indonésie Atmajaya de Jakarta. Gemala Hapsari. Je vous laisse prendre place, Gemala. On enlève la musique. On vous laisse vous concentrer. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon? 3, 2, 1, on y va. Alors, je vais, étant donné qu'on ne va pas vous flouer, votre micro ne fonctionne pas, on va remettre le chronomètre à 180. On va juste faire un petit test micro, parler. Ah, ça ne fonctionne pas. Alors venez, on va vous arranger ça. On fait un petit essai? Bonjour. Ah, c'est mieux. Et ça s'applaudit. Je vous laisse quelques secondes. Vous avez eu, voilà, allez-y. C'est un faux départ. Je sais, c'est dur, mais c'est pas grave. On en prendra compte, n'est-ce pas? C'est bon? Oui. 3, 2, 1, c'est à vous. Bonjour à tous. J'ai une question importante à vous poser. Si vous saviez que le Titanic allait couler au milieu du voyage, monteriez-vous quand même sur ce bateau? Je suis sûre que vous allez me dire non. Mais comment savoir si un bateau coulera parce que le matériau est fragilisé par l'eau glaciale? Pas besoin d'une boule de cristal, mais de connaissances en mécanique des matériaux. Dans mon travail de thèse, j'utilise plusieurs essais mécaniques pour étudier la réponse du cuivre et d'alliage cuivre aux différents types d'efforts. Les alliages cuivre sont des mélanges du cuivre et d'autres métaux. Vous pouvez, en quelque sorte, me considérer comme la psy de cette famille des cuivres. Dans chacun de nos rendez-vous, ils me parlent de leur stress, d'être poussés, tirés, pliés et de tous les mauvais traitements qu'ils subissent dans leur vie quotidienne. Je les écoute, je les observe et je les analyse dans le but de détecter leurs blessures profondes afin d'éviter la rupture. Aujourd'hui, notre objectif n'est plus de traverser l'Atlantique, mais de traverser notre système solaire et d'aller au-delà. Tous les voyages coûtent de l'argent. Plus on souhaite partir loin, plus l'envoi est lourd et plus c'est onéreux. Rendez-vous compte, un envoi sur Mars est estimé à 10 000 € par kilogramme. Envoyer un camembert coûterait 2 500 €. Ça ne passera pas comme vous l'êtes à la poste. Mais alors, pourquoi faut-il bien connaître matériau? Bien connaître matériau, savoir comment il va réagir à son environnement, être capable de prévoir son comportement, permettre de mieux concevoir les composants en les rendant plus légers, en optimisant leur géométrie et leur fabrication sans en diminuer la qualité. Avouez qu'il serait dommage d'envoyer une astromobile à 200 millions de kilomètres de la Terre pour qu'elle nous fasse le coup de la panne. L'objectif de ma thèse, c'est donc d'améliorer la modélisation numérique des alliages cuivre en comparant plusieurs centaines d'expériences
à des simulations informatiques. Ensuite, avec des modèles mathématiques, je calcule précisément les paramètres des matériaux. Il est donc possible d'obtenir les composants aérospatiaux en alliage de cuivre, léger et fiable, ce qui coûte moins cher que d'envoyer une mécanicienne sur Mars pour réparer l'astromobile. La prochaine fois que vous regarderez le ciel et que vous verrez les étoiles, j'espère que vous penserez à moi et à la famille des cuivres. Bravo, Gemala Aksari. Elle nous vient d'Indonésie. Bravo, Gemala. Caractérisation et identification des lois de comportement de tôle par microformage incrémental. C'est mon livre de chevet. Notre 5e candidat, il nous vient de pas très loin, de Beni Mellel, de l'université Sultan Moulay Slimane, Gamaliel Koubourou Gira. Gamaliel. Allons-y. Gamaliel, on se concentre, on enlève la musique. Vous me dites quand vous êtes prêts. Oui. Oui. OK. 3, 2, 1, c'est à vous. Bonsoir. Que diriez-vous de changer le monde? Évidemment, cela paraît présomptueux, à moins d'être magicien. Mais comme dirait le sage Gandhi, un pas à la fois suffirait. Ainsi, nous pourrions commencer par améliorer l'aménagement de notre cadre de vie, la ville où séjourne 54% de la population mondiale. En effet, l'urbanisation mal maîtrisée couplée à l'intensification des effets du changement climatique sont à l'origine d'énormes dégâts, à l'image de Bujumbura, la capitale du Burundi, où les inondations ont causé très récemment, en 2014, la mort de 50 personnes en une seule nuit. Cette ville de 600 000 habitants constitue mon cas d'étude. J'ai analysé le degré d'exposition aux inondations des différents secteurs de la ville et j'en ai dégagé une cartographie des secteurs à risque. En superposant cette carte au schéma directeur d'aménagement, j'ai constaté que l'offre actuelle d'urbanisation recouvre des secteurs inondables. Alors, quelle stratégie de croissance urbaine adopter, sachant que les terrains propices à la construction deviennent de plus en plus rares et que d'anciennes zones cultivées sont convoitées? Une solution serait de renforcer la densification urbaine en proposant notamment des immeubles de logement collectif. Et là, vous vous dites certainement, encore un jeune urbaniste qui veut nous imposer sa propre vision d'aménagement? Non, 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 non. Moi, j'agis un peu comme votre couturier qui prend vos mesures avant de confectionner votre costume. Il s'agit de recenser les besoins des habitants pour en tenir compte dans la formulation des propositions d'aménagement urbain. Pour cela, j'ai d'abord entrepris des recherches auprès des institutions de statistique et de gestion urbaine. Par la suite, je mènerai une enquête sur un échantillon représentatif de la population de la ville pour identifier les modes de vie, les besoins et les attentes. Ces données serviront de socle à la définition d'une alternative d'aménagement urbain qui sera mise en perspective avec les préconisations d'aménagement de l'État. L'objectif ultime de ce travail pluridisciplinaire est d'améliorer le cadre de vie des habitants en trouvant le meilleur consensus. En fin de compte, je suis conscient que changer le monde ne se fait pas simplement en claquant des doigts. Mais je gage qu'avec de la conviction et de la détermination, on y parvient. Oui, pas besoin d'être magicien. Le secret pour changer nos villes, il est en vous. Merci. Gamaliel Koubourou Gira de l'université Sultan Moulay Slimane de Beni Mellel, aménagement durable et concerté des zones périurbaines dans le cadre des quartiers périphériques et de la bande littorale de la ville de Bujumbura au Burundi. Le 6e candidat, je ne vous cache pas que je ne sais pas trop d'où il vient. Je ne sais pas trop quelle thèse il va soutenir. Il a demandé à commencer sa présentation et que je lance le chrono alors qu'il est encore en coulisses. Voilà.
Je vais vous demander d'accueillir la thèse sur la vacuité fonctionnelle transcendatoire sur les périphéries urbaines de la côte. Brahim, il est prêt. 3, 2, 1, on y va. On peut lancer le chrono, c'est bon. Il est lancé depuis un moment, mais à part ça, tout va bien. Bon. Pas vrai. Chargeur. Voilà, c'est bien. Oh, purée. 7 ans de travail. Purée. Oh! On a le droit à un seul support, on n'a pas le droit à l'ordinateur. C'est comme ça, quoi. Comment je fais? Ah. Ouais. Ouais, d'accord. Ok, ok. Oh purée. Oh purée. Ok, ok. C'est pas la bonne feuille. C'est pas la bonne feuille. C'est pas. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles. Je voulais vous parler. Merci, Brahim. Merci, Brahim. Vous le disiez, il soutient la thèse de la vacuité. C'était notre 6e candidat, vous ne le comptez pas, hein, mesdames et messieurs du jury. C'est pas le 6e, c'est le 5e bis. Vous pouvez l'applaudir encore une fois, Brahim. Alors, le 6e candidat, et celui-là est bien réel, je vous rassure. Il nous vient du Bénin, de l'université d'Abomey-Calavi, Patrick Kofi Sotinjo. Patrick Kofi, vous me dites quand vous êtes prêt. C'est bon? 3, 2, 1, on y va. Bonsoir à tout le monde. Lorsque je suis dans mon salon, bien vautré dans mon fauteuil, je prends la télécommande de mon poste téléviseur et je l'actionne. Ma télévision réagit en s'allumant. Cependant, mon décodeur ne réagit pas à cette télécommande-là. Le climatiseur non plus. Lorsque je prends la commande de ma voiture et je la verrouille, ma voiture réagit dans la cour, mais pas celle du voisin, même si elle est garée juste à côté. Et mieux, quand je prends mon téléphone portable et j'appelle monsieur le président du jury, ça ne sonne pas chez madame la jury. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures à donner exemple sur exemple pour illustrer toute la magie qui est autour des communications sans fil et comment est-ce que les équipements arrivent à s'identifier de façon unique. Mais je n'ai que 180 secondes. Donc, lorsque
je prends une communication sans fil, il existe une liaison invisible entre les équipements qui échangent, qu'on appelle des ondes radio. Et pour différencier deux communications sans fil, pour que n'importe qui ne commande pas n'importe quoi, et heureusement d'ailleurs, chaque communication sans fil est identifiée par ce qu'on appelle une fréquence. Très vite, on pourrait avoir une petite inquiétude. Vu le nombre d'équipements qui échangent aujourd'hui en sans fil, en témoigne le nombre de téléphones portables que nous avons aujourd'hui, on pourrait vite se dire que ces petites fréquences pourraient rentrer en pénurie. Et la mauvaise nouvelle encore dans l'histoire, c'est que chaque communication n'est pas identifiée par une et une seule fréquence, mais plutôt par un intervalle de fréquence, comme c'est illustré au niveau de la figure 2. Cela me permet de tomber sur une problématique très importante en télécommunication. Une communication sera d'autant plus intéressante que l'espace en fréquence qu'elle occupe est de plus en plus petite pour permettre à d'autres communications de pouvoir passer. Dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé dans le domaine des télécommunications par fibre optique. Et cette problématique s'y transpose. En effet, lorsque j'envoie sur la fibre optique une communication qui occupe une bande très large, il existe une vilaine bête au niveau de la dispersion chromatique, qu'on appelle en effet la dispersion chromatique, qui se trouve au niveau de la fibre optique, qui embrouille toute l'information et en bout de ligne, j'ai tout plein d'erreurs. Dans le cadre de ma thèse, j'ai donc réfléchi aux voies et moyens qui vont me permettre de diminuer au maximum la bande de fréquence de ma communication afin de contourner le problème de la dispersion chromatique. Ma première idée a été de faire manger 5 fruits et légumes par jour à ma communication afin qu'elle soit plus fine et puisse contourner la dispersion chromatique. Mais malheureusement, en communication, ça va super vite, donc pas de temps pour un régime minceur. J'ai donc dû m'associer à deux approches. La première est une technique de traitement du signal qu'on appelle OFDM, qui permet de sortir des fréquences très très proches, ce qui me permet de diminuer la bande de mon information. À cela, j'associe une source optique qu'on appelle le DML, qui lui se charge de découper une bonne partie des différentes fréquences, de les jeter et de récupérer la partie qui reste, et l'information est là-dedans. Quand j'associe ces deux approches-là, j'arrive à générer une communication qui occupe une bande très étroite et me permet de contourner la dispersion chromatique. Avant de finir, je voudrais m'excuser parce que j'ai un tout petit peu menti lorsque je dis que chaque communication est identifiée par une et une seule fréquence, parce que selon les cas, deux communications peuvent utiliser la même fréquence, mais la réalité n'est pas très loin de cela. Je vous remercie. Merci. Patrick Kofi Sotinjo. Justine, c'est le prochain. Il nous vient du Bénin. Étude et simulation des performances de la modulation multiporteuse OFDM dans les liaisons optiques IMDD utilisant de nouvelles sources optiques. Vous dormirez moins bête ce soir. Le 7e candidat nous vient du Cameroun, de l'université de Yaoundé, Justine Germo Nzounji. Justine, on coupe la musique. Petit moment de concentration, vous me dites quand vous êtes prêts. C'est bon ? 3, 2, 1, c'est à vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Imaginez un monde dans lequel les hommes ont perdu le sommeil, pas parce qu'ils sont amoureux ou au combat, mais parce qu'ils sont malades. Imaginez que dans ce monde, il existe une solution et qu'à chaque fois qu'on y pense, elle disparaît. Cela ressemble à de la fiction, n'est-ce pas? Cette image représente la réalité, car 50% des hommes à partir de 50 ans souffrent de l'hyperplasie bénigne de la prostate ou la maladie du vieil homme, soit environ 300 millions d'hommes dans le monde. C'est une maladie qui se caractérise par l'élargissement au niveau de la prostate, ce qui entraîne la réduction du canal urinaire et des envies fréquentes d'uriner, surtout dans la nuit. Ça crée une véritable gêne. Ce qui est triste, c'est que si rien n'est fait, cela entraîne le cancer de la prostate et le nombre de malades doublerait en 2025. Le coût du traitement par patient s'élève à $3 000. Si on fait une estimation pour tous les malades, ça fait environ 900 milliards de dollars. En des termes plus simples, puisque nous sommes au Maroc, cela correspond à plus de 24 fois le budget du Maroc en termes de recettes. C'est vraiment cher. Alors, il faut trouver une solution. Heureusement, il y a une bonne, mais aussi une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la nature nous a dotés d'une plante médicinale, Prunus africana, qui soigne cette maladie. La mauvaise nouvelle, c'est que cette plante est surexploitée, parce qu'il y a une forte demande. Cette plante a des problèmes de reproduction, ce qui fait qu'elle est en voie de disparition. Alors, il faut trouver une solution. Et c'est là que nous intervenons. Nous ne prétendons pas prendre la place des médecins ni des spécialistes de la santé, non. Mais notre travail apporte une contribution parce qu'elle se résume en une question. Comment mettre sur pied des techniques de multiplication rapide et en masse de Prunus africana? Pour répondre à cette question, nous avons appliqué les techniques modernes telles que la culture des tissus des graines dans un environnement contrôlé en variant la température, l'éclairage, les sucres, les sels et les hormones végétales. Nous sommes conscients qu'à partir d'une graine, vous le savez tous, on peut produire une plante.
Mais dans notre travail, nous avons eu le mérite qu'à partir d'un fragment de graines qui correspond à 1/6 de graine, nous avons pu produire 50 embryons somatiques qui plus tard donneraient 50 plantes. En d'autres termes, à partir d'une graine, on pourra produire une plante. Nous sommes conscients que cette plante garde encore des merveilles que d'autres chercheurs auront le mérite de trouver. Mais cela a été un plaisir pour nous d'avoir contribué à aider ceux qui souffrent en silence à cause de la maladie du vieil homme. Nous espérons que des millions d'hommes dans le monde pourront dormir enfin à point fermé comme des petits enfants. Je vous remercie. Justine Germo-Zeunji. Alors là, on est bien en dessous des 180 secondes. Nous venez du Cameroun, de l'Université de Yaoundé. Sa thèse portait sur la culture des tissus de Prunus africana pour une meilleure conservation et production dans le système agroforestier camerounais. La candidate suivante, c'est la 8e. Elle nous vient de Québec, de l'Université Laval, Maude Gratuz. Maude, on coupe la musique. Tout va bien? Parfait. Vous me dites quand vous êtes prête. 3, 2, 1, c'est à vous. 180 secondes, c'est vraiment pas beaucoup. Pourtant, d'ici la fin de ces 3 minutes, 60 personnes vont recevoir un diagnostic de démence dans le monde. Presque 50 millions de personnes en sont aujourd'hui atteintes. C'est simple, c'est plus que la population totale du Maroc. La principale cause, la maladie d'Alzheimer. Mauvaise nouvelle, on ne sait pas guérir cette maladie. Mais attendez, partez pas tout de suite. On a quand même découvert beaucoup de choses. On sait par exemple que l'une des principales causes de la maladie est l'hyperphosphorylation d'une protéine, la protéine Tau. Je vous l'accorde, hyperphosphorylation, ce n'est pas un mot qu'on entend tous les jours, mais c'est plutôt simple. Dans un cerveau sain, comme vous et moi, il y a des phosphates, des petites particules qui se fixent sur la protéine Tau, ça lui permet de bien fonctionner. Mais chez un patient Alzheimer, il y a trop de phosphates sur la protéine Tau. C'est l'hyperphosphorylation. Elle va alors s'accumuler et c'est toxique. C'est un peu comme les vêtements. Être habillé, c'est pratique, ça tient chaud, puis on est quand même plus à l'aise en public. Mais imaginez-vous maintenant, avec 10, 20, 30 couches de vêtements. On ne peut plus faire grand-chose. La protéine Tau, c'est exactement pareil. Ce qu'on sait aussi, c'est que le diabète est un important facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer. Mais on ne comprend pas bien pourquoi. Certains disent que c'est l'obésité le problème, d'autres la résistance à l'insuline, quand notre insuline n'arrive plus à faire baisser le niveau de sucre dans le sang. Et c'est là que j'interviens. Dans ma thèse, j'ai utilisé 2 types de souris diabétiques. Une très obèse et avec une légère résistance à l'insuline, l'autre moins obèse mais avec une plus forte résistance à l'insuline, afin d'enfin savoir qui de l'obésité ou de l'insuline embête notre protéine Tau. Et là, surprise, une hyperphosphorylation massive de la protéine Tau dans le cerveau de mes 2 souris, de la même manière comme dans la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est ni l'obésité ni l'insuline le problème. Pour être honnête avec vous, à ce moment de ma thèse, la protéine Tau, je ne l'aimais plus beaucoup, mais j'ai continué à chercher, j'ai persévéré, et j'ai trouvé quelque chose de très bizarre. Mes souris, elles sont froides. Elles ont une température bien en dessous de 36 degrés, c'est l'hypothermie. Et la protéine Tau, elle est un peu comme moi, elle n'aime pas beaucoup le froid. On voit bien chez nos souris que plus la température est basse, plus la phosphorylation de Tau augmente. C'est donc l'hypothermie le problème. Alors, j'ai réchauffé mes souris. Pas au micro-ondes, mais ça suffit à restaurer une phosphorylation totalement normale de la protéine Tau. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que mes souris qui soient hypothermiques. Beaucoup de patients diabétiques aussi, surtout avec l'âge. Alors, pas d'inquiétude, tous les Québécois ne vont pas débarquer demain au Maroc pour profiter de votre beau soleil. Mais le point essentiel à retenir de cette étude est qu'il ne faut surtout pas négliger les effets de l'hypothermie sur notre cerveau. Surtout quand, comme moi, on vit au Canada. Merci beaucoup. Maude Gratuz, de l'Université Laval de Québec. Impact du diabète sur la phosphorylation de la protéine Tau dans la maladie d'Alzheimer. La prochaine candidate nous vient du Québec également, de l'Université du Québec en Outaouais-Gatineau, Alex Drolet-Dostalaire. On va vérifier le micro. Bonjour. Ça marche. Ah, c'était pas moi qui faisais le test, c'était lui? Non, mais les deux. OK.
Il a eu peur, il est reparti. Donc tout va bien, tout fonctionne. Vous êtes prête, Alex? Prête. 3, 2, 1, on y va. Mesdames et messieurs, bonsoir. Quand on construit un nouveau bâtiment, on place stratégiquement des sorties de secours en cas d'incendie. Quand on est allergique aux abeilles, il faut savoir comment bien utiliser son épipène. Quand on habite au Québec, les déneigeurs sont prêts à travailler toute la nuit. Qu'est-ce que ces trois situations nous rappellent? L'importance de planifier en cas d'urgence. En santé physique, c'est assez clair. J'arrive à l'hôpital avec le bras coupé, je m'attends à ce que vous arrêtiez l'hémorragie et que vous me donniez des antidouleurs. Par contre, en psychologie, c'est beaucoup plus complexe. Si j'arrive à l'hôpital sous l'effet de l'alcool, en vous disant entendre la voix du diable qui m'oblige à me faire du mal, comment réagir? Les personnes qui ont un problème psychiatrique chronique, comme la schizophrénie ou la bipolarité, sont à risque de revivre des situations de crise. Et si elles présentent un danger, pour elles-mêmes ou pour les autres, on doit parfois utiliser des mesures qui vont à l'encontre de leur volonté, comme la restriction physique ou l'injection d'un tranquillisant. Mais mettez-vous à leur place. Voudriez-vous que ça se passe autrement? Peut-être que si on savait comment la personne en crise aimerait qu'on intervienne, on pourrait éviter de prendre des mesures sans son consentement. Alors, la personne pourrait collaborer, par exemple, avec une infirmière ou un travailleur social au moment où elle entend la voix du diable, mais avant, pour anticiper les situations de crise. Et ça, c'est l'équivalent de notre épipène en cas de réaction allergique ou de nos sorties de secours en cas d'incendie. Il faut déterminer en avance ce qui l'aiderait à reprendre le contrôle. Ça nous rappelle l'histoire d'Ulysse et son équipage, qui, pour ne pas se laisser envoûter par le chant mortel des sirènes, se mettaient des bouchons de cire dans les oreilles. Alors l'idée est de partager aux autres ce dont on a besoin, dans les moments où on a de la difficulté à penser clairement et à bien s'exprimer. En santé mentale, on appelle ça un plan de crise conjoint. Là, je suis certaine que vous dites tous, mais quelle idée formidable, qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Ça paraît simple, mais l'implantation d'une nouvelle pratique comme celle-là comporte plusieurs obstacles cliniques, éthiques et administratifs. Par exemple, les professionnels et les usagers vont-ils s'entendre sur le choix des moyens à utiliser? Que fait-on si la personne change d'idée au moment de la crise? Comment s'assurer que les interventions en communauté et celles à l'hôpital soient concordantes? Avons-nous les ressources financières nécessaires pour le faire? Alors, c'est à tous ces enjeux que j'ai réfléchi dans le cadre de ma thèse et pour lesquels j'ai proposé des solutions. Avec l'aide de 42 cliniciens, gestionnaires et usagers, j'ai donc développé un protocole d'implantation du plan de crise conjoint. Autrement dit, pour la première fois au Canada, on a préparé le terrain pour introduire une alternative aux mesures qui vont à l'encontre de la volonté de la personne en situation de crise. Bref, le plan de crise conjoint, c'est un immense pas vers un meilleur respect de l'autonomie, des droits et de la dignité de l'usager en santé mentale. Merci beaucoup. Alex Drolet-Dostaler du Québec. L'évaluation de la préimplantation d'un nouveau plan de crise établi conjointement par des personnes aux prises avec des troubles mentaux graves et des équipes d'intervenants. La 10e candidate nous vient également de Québec, de l'Université de Montréal, Karine Mona. Karine, 10e candidate, on est à la moitié des 20 prestations. Est-ce que vous êtes prête, Karine? 3, 2, 1, allons-y. Fait les bébés. Mais savez-vous comment ils se développent? Pendant la grossesse, on passe d'une cellule à des milliards de cellules différentes. Et ça, c'est grâce à un processus essentiel que sont les divisions des cellules. Elles se divisent en deux, puis chacune en deux, et l'embryon grossit. Moi, j'étudie le développement de l'œil, plus exactement de la rétine, et je me demande comment on passe d'une cellule à toutes ces cellules différentes. Donc, il existe deux types de divisions, celles qui vont nous donner deux cellules identiques ou bien deux cellules différentes. Alors, imaginons ensemble une pomme bicolore, rouge en bas et verte en haut. Ok, les fabricants d'OGM n'ont pas encore créé de telle pomme, mais qui sait? Donc, une pomme comme une cellule. Si je la coupe dans ce sens-là à la verticale, j'obtiens une partie toute rouge et une partie toute verte. Mais si maintenant, je la coupe dans ce sens-là à l'horizontale, j'obtiens deux parties identiques, chacune rouge et verte. Donc vous comprenez tout de suite qu'en fonction du sens dans lequel je coupe ma pomme, j'obtiens deux parties identiques ou différentes.
Alors maintenant, dans nos rétines, en théorie, on a tous environ 90% de photorécepteurs, les cellules en bleu qui transforment la lumière pour le cerveau. Donc pour les générer, il a fallu un maximum, une majorité de divisions horizontales. Mais maintenant, il faut quand même assurer les 10% de neurones restants. Et c'est là qu'apparaissent les divisions verticales. Donc moi, je me demande qui donne l'ordre de se diviser à la verticale. Et c'est comme ça que ma thèse a commencé, par le choix d'un gène peu étudié, mais qu'on savait actif pendant la division. Alors autant vous le présenter tout de suite, comme j'ai passé des nuits entières avec lui dans le noir, il m'a fait pleurer, sourire, manquer des soirées cinéma et sauter des repas, je vous présente le gène SAPCD2. Alors pour l'étudier, je m'installe au microscope. J'observe une rétine de souris normale et, comme attendu, une majorité de division horizontale. Maintenant, je la compare avec une rétine de souris dans laquelle il manque SAPCD2. Et qu'est-ce que je vois? Une augmentation des verticales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Sans SAPCD2, j'ai plus de verticales. Ça veut dire que quand il est là, il assure les horizontales. Et donc, ma dernière question, c'est comment fait-il? Alors pour ça, je vais voir qui sont ses amis. C'est comme vous, là, si je veux savoir ce que vous faites dans la vie, je vais sur Facebook, je regarde qui sont vos amis, et ça me donnera un indice. Donc là, on a trouvé le gène LGN, super connu dans le monde de la division. Si je reprends ma pomme, SAPCD2 est sur le dessus, c'est lui qui coince LGN sur les côtés, LGN tire, on a une division horizontale. Et maintenant, quand SAPCD2 n'est plus là, LGN est capable d'aller sur le dessus, il tire à la verticale, on a deux cellules différentes, c'est notre diversité cellulaire. Et voilà, grâce à ça, on a fait la une d'un journal en biologie. On en sait plus sur le développement de la rétine, on a découvert un nouveau régulateur des divisions, et comme SAPCD2 est exprimé ailleurs dans le corps, c'est la porte ouverte à de nombreuses autres études. En terminant, j'espère que vous ne mangerez plus jamais une pomme de la même façon. Merci. Karine Mona, de l'Université de Montréal. Et là, je vais lire la thèse. Le rôle de CAPCD2 et LGN dans la régulation de l'orientation du fuseau mitotique et des divisions asymétriques pendant le développement de la rétine. J'en discuterai avec ma femme ce soir.